Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 187e briefing. Voilà, donc tout le monde fidèle au poste. Il nous manque juste Pavel qui est en réunion importante et qui nous rejoindra peut-être, mais c'est pas sûr. Donc nous avons comme toujours Igor de Paris et Arnaud sur place qui va commencer aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, avec la politique intérieure, l'économie, enfin tous ces sujets qui vous passionnent. Et Igor nous parlera ensuite de choses plus internationales comme de coutume. Arnaud, nous t'écoutons. Merci, Président. Bonjour à tous. Une actualité assez dense cette semaine avec, pour commencer, la rubrique économie, les évaluations préliminaires de Rostat relatives à la croissance en 2023. D'après l'agence de statistiques russe, elle se serait élevée à 3,6% l'an dernier, après une récession de 1,2% en 2022, et les revenus réels de la population ont à eux cru de 5,4%. Donc des chiffres euh, supérieurs aux évaluations les précédentes, les plus optimistes, et supérieurs à ce qu'avait annoncé Vladimir Poutine lui-même, 3,6% de croissance en 2023. Une deuxième nouvelle moins réjouissante a priori pour les acteurs économiques russes, quoique pas forcément critique, la CCB, qui est un établissement bancaire chinois utilisé par de nombreux importateurs russes, a cessé ses opérations avec la Russie et la Biélorussie, rapporte le quotidien Viedomosti dans son édition d'hier. C'est un signal négatif d'après le Centre russe des exportations et il est possible que le sujet ait été abordé aujourd'hui lors de l'entretien téléphonique entre le président Poutine et son homologue chinois. Pour autant, la Russie reste confiante dans la solidité de son partenariat avec Pékin et en effet, rien n'indique, à ce stade en tout cas, que le flux de matériaux critiques transitant par la Chine et notamment par Hong Kong soit sur le point de se tarir. Mais c'est malgré tout un signal qui confirme ce que l'on savait, c'est-à-dire que les banques chinoises et certains grands groupes chinois préfèrent réduire leur exposition à la Russie face au risque de sanctions secondaires américaines. De ce point de vue, leur comportement n'est pas très différent de celui des groupes occidentaux. Euh, Autre gros sujet économique de la semaine, c'est bien sûr la cession par Yandex NV, la société mère de Yandex basée aux Pays-Bas, de toutes ses activités en Russie pour un montant approchant les 5 milliards de dollars. L'acheteur est un fonds d'investissement qui s'appelle Consortium Premier, qui est dirigé par des cadres de Yandex et qui est soutenu par 4 investisseurs privés russes, au nombre desquels figure le pétrolier Lukoil. On sait que ce sujet de Yandex, du contrôle de Yandex, de la scission de ses activités, est un sujet sensible pour les principaux concernés, bien sûr, pour le Kremlin aussi, qui s'inquiétait de voir ce qu'on a qualifié souvent de Google russe rester à l'étranger, alors même que le groupe est un acteur phare du secteur des hautes technologies. Vous le savez, il est un acteur dominant par ailleurs des services de taxi et de livraison en Russie, en ex-URSS, et son moteur de recherche est le principal en Russie. Donc une scission et une cession, une partie des activités, notamment de recherche, resteront à l'étranger, en dehors du périmètre de l'entité russe. Donc voilà un gros sujet qui vient de se clore. 61 régions de la Fédération de Russie qui ont annoncé un déficit budgétaire pour l'exercice 2023, avec les plus importants relevés à Moscou, Saint-Pétersbourg et au Tatarstan, qui sont des régions plutôt riches et qui peuvent emprunter sans trop de problèmes. À l'inverse, les régions de Sverdlovsk, de Leningrad, ont enregistré des surplus importants. Sverdlovsk, c'est probablement dû euh, aux activités des industries de défense qui sont, vous le savez, massivement représentées. Encore deux nouvelles économiques. D'abord, la société allemande SAP qui a notifié à ses clients russes la fin de l'accès à ses services cloud à compter du 20 mars. Et enfin, à la lisière de la diplomatie économique et de l'économie stricto sensu, l'agence fédérale de supervision
vétérinaire et phytosanitaire, Rosnadzor, a adopté une série de mesures de restriction visant les bananes et les clous de girofle en provenance d'Équateur. Pourquoi, semble-t-il, au-delà des considérations sanitaires? Eh bien parce que l'Équateur a accédé à une demande américaine de lui transférer certains matériels militaires de conception soviétique qui, après remise à niveau, pourraient être transférés en Ukraine. Donc rétorsion sur les importations de bananes notamment. J'en viens au sujet de politique intérieure et aux sujets sociétaux. La principale nouvelle du jour, c'est bien sûr la décision de la Commission électorale centrale de Russie qui a retoqué la candidature de Boris Nadiejdine officiellement parce qu'elle a trouvé plus de, ou près de 10% de signatures non valides. Le candidat non confirmé, invalidé, a annoncé sa volonté de faire appel, de saisir la Cour suprême de Russie, sans grande illusion, je pense. Que peut-on dire de cet épisode à quelques semaines de la présidentielle? D'abord que ce n'a pas surpris grand monde parce que les observateurs à Moscou considéraient que c'était une affaire tranchée depuis quelques jours. Je rappelle que Nadiejdine, à la surprise générale, avait suscité une forme d'engouement au sein de la mouvance libérale. On se souvient des files d'attente pour les signatures début janvier. Ça avait surpris jusqu'à l'administration présidentielle qui, dans un premier temps, avait donné son feu vert à cette campagne de recueil de signatures et qui, aujourd'hui, semble-t-il, est obligée de faire machine arrière, ce qui donne l'impression d'un processus finalement assez mal maîtrisé. Pourquoi Nadiejdine a-t-il été empêché? Est-ce que c'est parce qu'il aurait représenté une menace pour Poutine? C'est pas sûr du tout. En réalité, les sondages lui accordaient environ 10% des voix, ce qui n'est pas négligeable, lui accordaient, selon toute vraisemblance, la deuxième place devant les communistes. Il ne prenait pas de voix, semble-t-il, à Poutine, mais plutôt aux autres candidats. Le candidat communiste Kharitonov, Slutsky du LDPR et Davankov de Jean Nouveau. Euh, euh, il avait aussi cette particularité, Nadiejdine, apparemment d'avoir fédéré l'essentiel de l'électorat opposé au conflit en Ukraine. Donc, une marche arrière formellement de la Commission électorale centrale, mais plus vraisemblablement du Kremlin, avec une élection présidentielle qui va donc se jouer à 4 candidats. Poutine qui devrait, dans toute hypothèse, recueillir 80% des voix et les 3 autres se partageant le reste. Il est possible, encore une fois, que la volonté de ne pas aller à la crise avec les communistes soit et jouer dans la décision. Hein. Parce que si, encore une fois, Nadiejdine avait été candidat, le communiste et Slutsky auraient fait entre 3 et 5%, et c'est sans doute quelque chose qui n'est pas souhaité au Kremlin, où l'on craint peut-être que le Parti communiste devienne un vrai parti d'opposition à l'avenir. Autre nouvelle politique, le ministère de l'Intérieur qui a lancé un mandat d'arrêt contre Olga Mikhailova, l'un des avocats de Navalny. Elle aurait quitté le territoire russe après que 3 autres conseils de l'opposant ont été arrêtés en octobre dernier pour, je cite, participation à une organisation extrémiste. La maison d'édition AST, qui est une très grande maison d'édition en Russie et honorablement connue par ailleurs et jusqu'ici, a annoncé qu'elle suspendait le versement des honoraires de l'écrivain Lyudmila Ulitska après vous savez, cet épisode, ce canular téléphonique au cours duquel elle croyait parler au chef de l'administration présidentielle ukrainienne. En réalité, elle parlait à deux humoristes russes bien connus pour ce type d'exercice et elle avait admis lors de cette conversation financer l'effort de guerre ukrainien. Madame Ulitskaya réside actuellement en Allemagne et donc on peut penser que ces livres vont bientôt disparaître des librairies russes et un théâtre moscovite, là encore bien connu et honorablement connu, le Savremennik a annoncé de son côté l'annulation des spectacles adaptés d'une pièce de Lyudmila Ulitskaya. Enfin, dernier point, j'en reviens à Monsieur Vladislav Davankov, candidat à la présidentielle pour le parti Jean Nouveau.
Il a écrit une lettre à la Cour suprême de Russie pour lui demander de préciser la notion d'extrémisme. Et cette démarche fait suite à l'arrestation pour 5 jours d'une jeune habitante de Nijni Novgorod qui portait des boucles d'oreilles multicolores ressemblant, euh, aux yeux de la police en tout cas, au drapeau arc-en-ciel, symbole du mouvement LGBT, mouvement qualifié d'extrémiste en Russie. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui de l'actualité économique et politique. Que de nouvelles. On a différentes réactions. Donc pour Nadiejdine, contrairement à ce que tu semblais dire la semaine dernière, finalement le Kremlin semblerait moins craindre l'abstention que les réactions des communistes. Alors, je précise que je n'ai rien dit la semaine dernière puisque j'étais absent. Alors, Je me suis abstenu de briefing la semaine dernière. Euh, non, il y a sans doute plusieurs facteurs qui sont entrés en ligne de compte. Ce que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire le fait que Nadejdine ait tenu un propos très clair sur le conflit en Ukraine, qu'il puisse faire autour de 10%. Donc ça, voilà, ça donne une incarnation à cette mouvance qui est minoritaire, mais qui n'a pas jusqu'à présent de débouché politique. Donc ça, c'est sans doute considéré comme peu souhaitable au Kremlin. Mais encore une fois, il ne prenait pas de voix à Poutine, il prenait des voix aux autres. Et humilier le Parti communiste, le ramener à 2 ou 3%, c'est quelque chose qui vraisemblablement n'est pas, là encore, souhaité par le Kremlin, qui ne souhaite pas, je pense, devoir gérer un Parti communiste plus vindicatif, plus revendicatif. Or, ce que l'on sait, c'est que derrière Zyuganov, qui est plutôt conciliant et qui veille toujours à éviter de critiquer Poutine et le Kremlin, il se contente de critiquer les oligarques ou le gouvernement, eh bien, il y a des fédérations régionales qui, elles, sont beaucoup plus, si ce n'est radicales, en tout cas, clairement dans l'opposition, dans une vraie opposition. Or, le Parti communiste peut faire entre 5 et 20% des voix en fonction des scrutins et de la mobilisation. Et le Kremlin n'a certainement pas envie d'avoir à gérer un parti communiste qui retrouverait de la vigueur et surtout un positionnement dans l'opposition. Ah, mais merci. ce qui est intéressant dans cette configuration-là, si on s'en tient aux quatre qui sont manifestement shortlistés aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas une candidature type Sobchak ou Prokhorov, par exemple, qui était censée drainer de la participation en étant un petit peu le grain de sel, entre guillemets, relativement dans la présidentielle. On a les quatre mainstream, en fait. Et c'est ça qui, à mon avis, à ce stade en tout cas, qui est intéressant de relever, en plus évidemment, Alors, Davankov va essayer de se positionner comme le ouais. candidat le plus à la lisière Mm, mm. de l'opposition. Bon, il fait entendre une petite musique assez différente, mais effectivement, il est coopté et d'ailleurs son parti est représenté à la Douma. On se souvient qu'il avait lui-même soutenu euh, Nadiejdine en apportant sa signature. À l'époque, on avait dit, et j'avais dit, ça je le revendique, que cela pourrait le moment venu le servir et que c'était une tentative a priori en amont de capter l'électorat déçu de Nadiejdine. On verra si Davankov cherche à investir ce créneau et s'il cherche à récupérer l'électorat déçu de Nadiejdine et s'il est en mesure de le faire, ce qui n'est pas certain. Très bien. La question des bananes d'Équateur, est-ce que c'est pas un risque populaire comme ça, sachant que la banane a dans l'imaginaire post-soviétique une place particulière. Tous ceux qui connaissent les supermarchés russes savent que sur la touche de la balance, c'est sur la touche numéro un, parce qu'on a le premier produit qu'on achète. Donc, est-ce que on va trouver assez de bananes qui ne viennent pas d'Équateur? Probablement, d'abord parce que tous les exportateurs équatoriens ne sont pas visés, c'est un premier avertissement. Mais tu as raison de rappeler l'importance stratégique de la banane dans le monde soviétique et post-soviétique. Et on attribue à Honecker cette citation, enfin, ces propos consécutifs à la chute du mur de Berlin. Il aurait dit que si j'avais importé plus de bananes, le régime serait resté en place. Ce qui est peut-être vrai d'ailleurs. Un temps, en tout cas. Le régime de bananes va nous dire, Pavel, bien entendu. Non, j'allais dire que Necker était connu pour son goût immodéré des embrassades entre hommes, et peut-être que sa passion pour les bananes, comme dirait notre cher Yves Eva, est peut-être liée à ce facteur. On peut s'interroger sur l'interprétation que ferait aujourd'hui le parquet général des embrassades de Brejnev et de Honecker. Ah,
Ça, c'est une question, je crois, pour notre ami Igor, qui vient, je crois, de participer à la dictée de Bernard Pivot avec Monsieur Séjourné. Et notre ministre des Affaires étrangères, pour qui ne le saurait pas. Dernière question qui nous arrive sur la première partie de Disco. Comment les questions bancaires chinoises avec des choses comme ça, c'est le signe de quoi? C'est le signe que les Américains exercent des pressions, hein. Il y a déjà certaines banques turques, certaines banques des Émirats arabes unis et maintenant de Chine qui coupent toute transaction, tout lien avec des entreprises russes. À ce stade, encore une fois, il est hors de question que la Chine cesse de faire du commerce avec la Russie. Ce n'est pas ça la question. Simplement, les établissements bancaires et les groupes de premier rang, qui sont parfois même cotés aux États-Unis et qui, en tout cas, font beaucoup de commerce avec l'Occident, font attention. Et dans le cas spécifique de la Chine, il est probable que ce sont des banques régionales de second rang qui n'ont pas de connexion avec le dollar, qui vont prendre le relais. Là, il y a une profondeur qui me paraît assez évidente. Mais ça confirme que les Chinois ne font pas n'importe quoi, ni dans un sens, ni dans l'autre d'ailleurs. Une fois n'est pas coutume, je crois avoir réussi à suivre le cheminement psychologique, l'ordre d'association d'idées qui t'a mené, Gilles, de la banane aux Chinois. Effectivement, et un de nos auditeurs fidèles nous dit, chers amis, aucun problème avec la banane, on l'a et on l'aura toujours. Voilà, Mangez-la par les deux bouts, surtout, comme au Necker. c'est important. Sur ces fortes paroles, nous allons passer la parole justement à Igor, qui va nous éclairer un peu sur les tenants géostratégiques de la situation russe. Merci, Président. D'abord, enlève la banane que tu as dans l'oreille. Bon, après la dictée avec ses journées et les bananes d'Honecker, je vais arriver sur des choses un peu moins drôles, peut-être, puisque je vais vous parler de F-16 pour changer, puisque les Pays-Bas ont annoncé cette semaine qu'ils allaient livrer 6 F-16 supplémentaires à l'Ukraine, en plus des 18 qui sont déjà prévus et qui ont été déjà transférés partiellement ou intégralement en Roumanie pour que les futurs pilotes puissent s'entraîner dessus. Alors, ces 6 F-16 à l'origine devaient être achetés par une société américaine qui devait se prendre en charge la formation des pilotes ukrainiens, justement. Bon, il faut croire que d'autres arrangements ont été trouvés. Finalement, ces 6 appareils partiront en Roumanie ou en Pologne, on ne sait pas trop encore, pour que les pilotes puissent apprendre à voler dessus. Donc, je rappelle que pour ce qui est de la coalition, enfin ce qu'on appelle la coalition des F-16, on trouve donc dans cette coalition les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique et la Norvège, puisque chacun de ces 4 pays a décidé de se défaire d'une partie de ces anciens F-16, au passage pour acheter des F-35 pour certains d'entre eux, pour les transférer à l'Ukraine, l'idée étant d'arriver à une flottille de quelques dizaines d'appareils qu'on devrait, selon toute logique, voir arriver sur le champ de bataille plutôt fin 2024. Peu de probabilité qu'on les voit apparaître avant. Les États-Unis, qui, comme chacun sait, fabriquent, hein, enfin Lockheed Martin qui fabrique ces appareils, n'en livrent pas un seul, alors qu'aux États-Unis, l'armée américaine, l'US Air Force, dispose de 800 F-16, mais elle ne va pas en livrer un seul à cette coalition des F-16. Alors, les États-Unis, justement, il y a eu pas mal de rebonds cette semaine concernant le paquet d'aide à l'Ukraine et pas seulement à l'Ukraine. Beaucoup de rebonds, mais cette assistance reste jusqu'à présent toujours complètement enlisée dans les débats américains. Alors, la Chambre des représentants a rejeté mardi assez massivement, hein, 250 contre et 180 pour, le projet de loi qui visait à octroyer à Israël et seulement à Israël son paquet d'assistance. Alors, 17 milliards, ce n'est pas rien. Pourquoi en parler? Parce que ce paquet d'aide à Israël était à l'origine, par initiative du président Biden, solidarisé avec le paquet d'aide à l'Ukraine et les financements pour sécuriser la frontière du sud des États-Unis. Et Biden, enfin, dans cette astuce-là, Biden s'imaginait que ça permettrait de faire passer l'aide à l'Ukraine en justement combinant cette aide avec l'aide à Israël. Et là, il y a eu une initiative qui est arrivée pour justement désolidariser cette aide israélienne et la soumettre au vote à la Chambre des représentants, qui est immédiatement rejetée, ce qui a d'ailleurs suscité un vote à la fois de la part des républicains, mais également des démocrates, qui ont voté donc pour, justement, voyant là une, comment dirais-je, une manigance
pour sortir cette aide israélienne, donc de rejeter cette astuce-là. Et le Sénat, lui également, jeudi, enfin dans la nuit de mercredi à jeudi plus précisément, voté contre, une fois de plus, l'ensemble du package, hein, quand même 118 milliards de dollars, qui s'est représenté à lui. Là aussi, il faut 60 voix, sa majorité qualifiée, hein, il faut 60 voix pour. Il y a eu 50 contre et 49 pour. Et là, évidemment, les sénateurs républicains ont très majoritairement voté contre, notamment à l'appel de Donald Trump, qui a passé le mot d'ordre de ne pas voter à aucun prix, hein, cette assistance, sachant que les sénateurs républicains trumpistes ont au moins la moitié des sénateurs républicains au Sénat. Alors, deuxième sujet, c'est Zaloujny, puisque là aussi, on a eu encore une prolongation de l'affaire Zaloujny, ou ce qui est en train de devenir l'affaire Zaloujny, puisque je vous avais expliqué la semaine dernière qu'il avait été convoqué donc, par le président ukrainien qui essayait d'obtenir de lui sa démission, que ça s'était pas bien passé, et que les deux hommes s'étaient quittés sur un match nul en quelque sorte. Puis derrière, il y a eu par presse interposée des entretiens, des interviews, où là, on a un petit peu comment dire, fait des déclarations. Alors, monsieur Zelensky a accordé un entretien à la chaîne italienne, à la RAI italienne, dans lequel il dit, je cite, une remise à zéro et un nouveau départ sont nécessaires. Et cela ne s'applique pas à une seule personne, mais à un groupe de dirigeants, et pas seulement dans le secteur militaire. Je réfléchis à ce remplacement, c'est vrai, en évoquant son chef d'état-major, monsieur Zaloujny, qui lui, entre-temps, ou peu de temps après, je ne sais plus, a signé un article cité par CNN, où là aussi, il fait des déclarations. Donc, on comprend qu'il y a évidemment des tensions avec le président ukrainien. Alors, on a appris que Kiev avait informé le 2 février informé, je dis bien Washington, que la décision était prise de se défaire de monsieur Zaloujny. On ne sait pas qui, à vrai dire, pourrait le remplacer. Il y a des noms qui circulent. On parlait de M. Boudanov, hein, le chef du GOUR, de M. Syrski, qui est chef d'état-major de l'armée de terre, les deux ayant fait savoir qu'ils n'étaient pas intéressés manifestement par cette responsabilité il y a quelques jours. Mais toujours est-il que manifestement, M. Zaloujny devrait quitter prochainement son poste de chef d'état-major de l'armée ukrainienne. Alors, est-ce que ce sera une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine? On ne sait pas, il faudra voir. Ce qui est certain, c'est que M. Zaloujny semble disposer d'une certaine notoriété au sein de l'opinion publique ukrainienne d'une part et de l'armée d'autre part, et que si jamais cette notoriété est authentique, évidemment, son départ est susceptible quand même de porter au minimum un coup au moral des troupes. J'en viens maintenant à l'Union européenne, puisqu'on a une visite de M. Borrell aujourd'hui à Kiev, hein, qui est arrivé après le vote de la semaine dernière que j'évoquais, donc des 50 milliards d'euros pour l'aide à l'Ukraine jusqu'à 2027, l'aide macro-financière, hein, à l'Ukraine jusqu'à 2027. Je rappelle que cette aide se décompose avec 17 milliards qui sont des subventions et 33 milliards qui sont des prêts qui seront donc octroyés par l'Union européenne à l'Ukraine. Et d'autre part, il y a le mécanisme de la facilité pour la paix qui, lui, se focalise sur l'assistance militaire. Donc, on parle de 20 milliards d'euros, mais pour l'instant, ce mécanisme n'est pas encore complètement, je dirais, budgété pour les années à venir. Il y avait l'obstacle hongrois, évidemment, avec M. Orban, qui menaçait jusqu'à très récemment de bloquer cette facilité pour la paix et son financement. On a appris cette semaine que par les déclarations de ministres des Affaires étrangères donc, hongrois qu'il n'était plus question de bloquer le financement de cette aide pour la paix, mais qu'en revanche, la Hongrie ne mettrait pas 1 euro dans le budget et ne livrerait pas une cartouche à l'Ukraine. En revanche, elle ne mettra pas de veto ou ne bloquera pas le fonctionnement de cet instrument extra-budgétaire, comme on l'appelle. Les Européens réfléchissaient quand même à trouver un autre instrument, à créer un autre instrument à partir de zéro, devant le risque de blocage que provoquait la position de la Hongrie. Cet obstacle-là semble, pour l'instant, a priori, levé. J'en viens à la visite de M. Tucker Carlson, qui a été quand même aussi un gros sujet de la semaine, hein, puisqu'on l'a vu apparaître à Moscou le 1er février, puis on l'a vu au Bolchoï, ensuite il s'est fendu d'une vidéo dans laquelle il évoque la possibilité d'une interview avec le président russe, et quelques heures après, on a appris que cette interview avait eu lieu, M. Carlson ayant quitté manifestement la Russie ce matin, si je ne me trompe pas.
Alors, cette vidéo devrait être mise en ligne et disponible cette nuit, enfin en tout cas demain matin heure de Moscou, j'ai plus l'heure exacte, mais peu importe. Évidemment, ça a provoqué beaucoup de réactions. On verra ce qu'il y a dans cette interview. Et on l'écoutera évidemment pour vous en faire comment dirais-je, une synthèse lors du prochain briefing, en tout cas en ce qui me concerne. Newsweek avait expliqué que ce journaliste s'exposait à des sanctions de la part de l'Union européenne, ce qui a été démenti par Bruxelles aujourd'hui, là, dans l'après-midi, puisque Newsweek expliquait il y a quelques jours que le simple fait d'avoir pris une interview, d'avoir interviewé le président russe, risquait de faire, en tout cas, provoquer des sanctions sur Monsieur Tucker Carlson. J'en viens à une actualité sur l'Arctique qui est assez intéressante, puisque le ministère russe des Affaires étrangères a fait savoir il y a quelques jours que la Russie considérait sa sortie du Conseil de l'Arctique. Elle est considérée de quitter ce Conseil de l'Arctique dès lors qu'elle estimerait, pour l'instant ça ne semble pas être le cas, mais ça pourrait le devenir assez brièvement, que ses intérêts n'y seraient plus assurés, tout du moins que sa participation à ce Conseil de l'Arctique ne correspondrait plus à ce qu'elle considère être ses intérêts. Alors, je rappelle quand même que ce Conseil de l'Arctique, c'était jusqu'à février 2022 une des rares instances multilatérales qui fonctionnait très bien pour la gestion des affaires de l'Arctique. C'était donc un forum dans lequel la Russie, du fait de sa position dans l'Arctique, occupe une place quand même assez prépondérante. On peut imaginer que si jamais la Russie décide effectivement de quitter l'Arctique, c'est une réponse au processus d'otanisation de fait de l'Arctique, puisque la Finlande et la Suède ont rejoint, qui sont membres du Conseil de l'Arctique, ont rejoint l'OTAN, et qu'aujourd'hui la Russie se trouve, je dirais, seule face à d'autres membres du Conseil de l'Arctique, qui sont tous membres de l'OTAN, d'une part, et d'autre part, ce serait, je dirais, cohérent avec la position de la Russie qui consiste à se détourner des institutions qui sont dominées par les Occidentaux, selon cette logique que l'on connaît bien de vouloir remettre à plat l'ordre mondial dominé par les Occidentaux, et donc d'en faire un ordre mondial multipolaire, désoccidentalisé. Alors là, il reste à voir quelle serait une instance qui permettrait de quand même évoquer de manière multilatérale les enjeux liés à l'Arctique, qui sont nombreux. Est-ce qu'il y aurait une refondation? Est-ce que les Russes seraient intéressés par faire rentrer des pays et des puissances extra-régionales comme l'Inde et la Chine, par exemple, afin de diluer un peu plus l'influence des Occidentaux? Juste la Chine, non, ce serait évidemment très défavorable à la Russie, mais l'Inde et la Chine, l'Inde permettrait de diluer à son tour l'influence de la Chine et ce qui permettrait à la Russie, effectivement, de ce point de vue-là, selon cette logique-là, eh bien, d'amoindrir cette empreinte occidentale, otanienne, otanisée, selon cette perception-là, sur l'Arctique. Donc à voir, ce sont des processus très importants, mais qui pourraient se produire dans les mois et les années qui viennent. Et je vais terminer avec une nouvelle sur la Turquie, puisque le président russe était censé se rendre lundi prochain en visite en Turquie pour rencontrer M. Erdogan. Il semblerait que cette visite soit ajournée, enfin en tout cas décalée au printemps, probablement en avril ou début mai. Il était question que les deux présidents évoquent notamment l'agenda économique entre les deux pays, puisqu'il y a encore eu des chiffres du commerce bilatéral qui étaient assez intéressants. Il y a également, on l'a évoqué la semaine dernière, des problèmes bancaires. On parlait des banques chinoises qui sont un peu frileuses. Il y a des banques turques aussi qui, depuis quelques jours, quelques semaines, durcissent les relations économiques avec la Russie. Bon, il y avait une série de sujets à évoquer qui seront donc évoqués plus tard par les deux hommes. J'ajoute que le producteur turc de fameux drone Bayraktar, le producteur Baykar, a annoncé cette semaine depuis Riyad, où se tient un très grand salon de la défense et de l'armement, qu'une usine de production de drones était en cours de construction près de Kiev, euh, et que cette usine produira à terme des drones d'attaque qu'on a déjà vus pour certains d'entre eux à l'œuvre dans le Karabakh ou même en Ukraine. C'est-à-dire, le chantier de cette usine va quand même prendre au moins un an, et derrière, il y aura encore toute une période nécessaire pour équiper cette usine pour produire ces drones, tant et si bien que son entrée, j'allais dire, en fonction n'est pas envisageable avant au moins 18 mois, voire un peu plus. Et donc, je terminerai sur la Chine, puisque je crois que c'est une des questions qui nous est posée dans le fil, puisqu'il y a un entretien téléphonique entre les présidents russes et chinois aujourd'hui. Alors, il y a comment dirais-je, le communiqué officiel sur le contenu de cet entretien.
Le président chinois, donc selon ce communiqué, a évoqué les nouvelles possibilités qui s'offrent pour le développement des relations bilatérales. Il a souligné la nécessité de développer de nouveaux conducteurs, de nouveaux drivers, pour développer cette relation. Il a rappelé que la Chine était prête avec la Russie, enfin, à développer avec la Russie une coopération basée sur un soutien mutuel et à renforcer sa coopération au niveau multilatéral avec Moscou. Et enfin que, selon M. Xi Jinping, la Russie et la Chine doivent coopérer étroitement pour défendre leur sécurité et leur souveraineté. De leur côté, de son côté, le président russe a souligné le fait que l'année 2023 avait porté la relation bilatérale à un niveau sans précédent. Je vais vous donner quelques éléments sur les chiffres du commerce bilatéral qui vont permettre effectivement de voir de quoi il est question, puisque manifestement, les Russes et les Chinois ont échangé pour 227 milliards de dollars l'an dernier donc d'échanges commerciaux. 90% apparemment de ces échanges selon le Kremlin ont été réalisés en roubles et en yuan, donc en devise nationale. 227 milliards, à titre de comparaison, le commerce extérieur de la Russie l'an dernier, c'était 727 milliards, ce qui fait que la Chine représente pratiquement 30% des échanges commerciaux extérieurs de la Russie, ce qui est évidemment colossal. Et il n'y a probablement pas de banane dedans. Voilà. Je m'arrête là, Président, pour Merci cette... beaucoup. Alors, justement, on avait beaucoup de questions sur la Chine, donc tu as déjà parlé de pas mal de choses, notamment de la teneur de la discussion entre les deux présidents. On nous demande justement par rapport à tes derniers mots, je dirais, y a-t-il, hormis le pétrole et le gaz, dont on sait qu'ils font une grande proportion des échanges, y a-t-il un afflux de produits russes en Chine, hormis gaz et pétrole? En gaz et pétrole, ouais, il doit y avoir du charbon, il doit y avoir du bois, il doit y avoir des matières premières et des minerais, probablement un petit peu d'engrais aussi, j'imagine. Donc des choses de ce niveau-là. Des bananes, peut-être? Ben non, comme je l'ai dit, il n'y a pas de banane. Je ne pense pas. Quelques produits Et agricoles, quelques oui, produits agricoles, oui, du porc, la viande de porc notamment. mais avec un marché chinois qui reste assez fermé. Il y a un très gros enjeu, pour autant que je le sache, je ne suis pas un spécialiste, mais il se trouve que j'ai rencontré un spécialiste de la question. C'est la question de la viande de porc. Les producteurs russes de viande de porc espèrent une ouverture progressive mais réelle du marché chinois, ce qui changerait, pour eux en tout cas, la donne. Et quels sont les problèmes? Restrictions, là encore, phytosanitaires, vétérinaires, voilà. Donc, vétérinaires en l'occurrence. D'accord. Mais a priori, les Chinois seraient demandeurs tout de même ou pas? Il y a un marché, potentiellement il y a un Marché, ouais. marché, et les Russes, vous le savez, depuis nos sanctions et leurs contre-sanctions, ont considérablement augmenté leur production, donc il y aurait là un marché possible. Et de façon plus générale, au-delà de ce secteur, de la viande porcine, les Russes espèrent développer leurs exportations agricoles, certaines d'entre elles d'ailleurs à partir de la Sibérie, puisque le sud de la Sibérie est une zone de production de blé, ce que peu de personnes savent. Et d'ailleurs, je me rends compte que nous sommes de parfaits gougnafiers, puisque nous n'avons pas souhaité le nouvel an à nos amis chinois. C'est après-demain, effectivement. À nos quelques amis chinois, moi j'en ai 117 623. On va les inviter d'ailleurs bientôt pour une petite présentation. Mais pour vous donner un scoop, puisque l'accord de principe a été obtenu il y a quelques heures à peine, nous allons organiser au mois de mars une rencontre à Moscou consacrée justement au développement des relations économiques avec la Chine pour les entreprises se trouvant à Moscou et qui sera organisée autour d'Alexei Maslov, qui, non content d'être le recteur de l'Institut des pays d'Asie et d'Afrique, l'ISAA, est également quelqu'un qui a passé plusieurs années au monastère Shaolin. Il pourra peut-être nous faire une démonstration joignant le geste à la parole et de préférence pas comme Honecker. Très bien. Il y avait une question d'ailleurs qui n'est pas directement liée à l'actualité, mais les Chinois s'intéressent-ils à la culture russe? Non. Ça a le mérite D'accord. de a le mérite de la concision. Sans doute pas plus que les Russes s'intéressent à la culture chinoise. Mais Mm. justement, Ça reste très marginal. c'est assez Mm. marginal, en effet. Une question sur Nord Stream avec l'abandon de l'enquête par les Suédois. Comment est-ce que les Russes réagissent à ça? Alors, est-ce que c'était les Chinois, Nord Stream? Non, c'était les Afghans. Non, mais Non, sans illusion, en fait, les Russes n'attendaient rien de cette enquête. Alors, tout n'est pas terminé, puis je crois que les Allemands et les Danois ont encore leur mot à dire.
Il y a eu des révélations de part et d'autre, hein. Certains évoquent un commando ukrainien, d'autres une implication directe des Américains. J'observe que la piste russe, qui avait été évoquée dans un premier temps, n'est plus prise au sérieux par qui que ce soit. Mais enfin, c'est elle qui a été évoquée en premier. Ça aussi, c'est intéressant. Non, je dirais que, à la limite, ça n'a plus beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est que le lien gazier entre la Russie et l'Europe occidentale va pratiquement disparaître. Il est en train de disparaître. Et c'est évidemment une très grande victoire géopolitique des États-Unis qui s'y étaient opposés depuis la fin des années 60, début des années 70 et même au début des années 80. Et je rappelle, parce que c'est un épisode peu connu, mais qui en dit long sur l'évolution des politiques occidentales à l'époque, le président Mitterrand, en 82, je crois, avait réquisitionné des matériels fabriqués par une société américaine au Havre, des turbines, je crois. Donc à l'époque, la France avait très clairement pris position et avait pris des décisions très claires en faveur de ce lien gazier, de cette coopération gazière avec l'Union soviétique à l'époque, et s'était opposé très fermement à la volonté américaine de l'entraver. On voit que ça semble plus tout à fait d'actualité. Est-ce qu'on ne peut pas penser que finalement c'est un des plus grands échecs russes de ces situations, opérations spéciales et autres, d'avoir réussi, enfin, qui pensait tenir un peu l'Occident, je ne dirais pas par quoi, mais avec un Occident qui finit par se passer du gaz russe. Est-ce que c'est pas un vrai échec de cette stratégie? Oui, c'est l'une des conséquences. L'une des conséquences. On peut parler aussi de l'élargissement de l'OTAN à la Baltique. La question pour nous, puisque nous sommes français, c'est de savoir si l'Europe y gagne ou pas. En tout cas, Gazprom et la Russie perdent à ce stade et on en revient à la Chine, fondent de grands espoirs sur le marché chinois, mais on sait que les discussions sont difficiles, que les Chinois sont négociateurs opiniâtres et que le projet de gazoduc Force de Sibérie 2, pour l'instant, n'est pas finalisé. Igor, crois-tu que les Chinois redoutent un risque de contamination ou alors d'exportation en Chine des gilets jaunes? Non, mais ça, comme mesure subversive, ce serait effectivement intéressant. Non, mais je pense que si jamais il y avait eu une piste russe dans cette histoire de Nord Stream 2 qui était étayée par des éléments tangibles, je ne suis pas certain que les Suédois ni les Danois auraient abandonné aussi vite l'enquête. Je pense que ça aurait été au contraire, on aurait creusé un petit peu plus, sans mauvais jeu de mots. Il y a une question plus internationale liée au ralentissement du trafic maritime par le canal de Suez du fait des actions des Houthis notamment. Est-ce que la Russie est touchée par ça d'une manière ou d'une autre? Alors, je profite de cette question pour vous inviter à aller sur le site de l'Observatoire et lire mon dernier blog publié il y a une dizaine de jours, je crois, de mémoire, consacré à la mer Rouge et à la position de la Russie à l'égard de tout ce qui se passe en mer Rouge. Il y a une partie de la réponse, en fait, qui est dans ce blog, mais en gros, jusqu'à présent, pas vraiment. En fait, les bateaux qui sont russes, qui transportent des cargaisons russes, sont pas vraiment concernés par ces remous. Il y a une chute de la fréquentation du canal de Suez. Je crois que l'ONU parle de 45% d'effondrement du trafic sur décembre-janvier, ce qui est évidemment ce qui est énorme, hein. Mais les navires russes qui partent notamment de mer Noire, mais pas seulement, et les navires ukrainiens aussi d'ailleurs, hein, ne sont pas concernés par ces attaques et jusqu'à présent n'ont pas été attaqués. En tout cas pour les Ukrainiens. Pour les Russes, il y a eu deux incidents sans grand dommage qui ont eu lieu, mais le trafic n'est pas perturbé. Et la Russie, en réalité, n'a pas intérêt à ce qu'il le soit, puisque si son commerce extérieur s'est un petit peu tassé l'an dernier, hein, on a parlé des chiffres, le commerce maritime, en revanche, a littéralement bondi l'an dernier, une croissance de 5% d'une manière générale sur le commerce par voie de mer pour la Russie, et plus de 10% pour l'interface mer Noire. C'est-à-dire que les ports russes de la mer Noire ont connu quand même une croissance non négligeable de leurs exportations en volume, hein, en volume. Et l'interface mer Noire reste la première interface maritime de Russie pour les échanges par voie de mer, devant la Baltique, devant l'Extrême-Orient, devant l'Arctique. Autrement dit, c'est vraiment une artère vitale pour les exportations de brut, de céréales, de ce que vous voulez.
puisqu'on parle largement d'exportation et très peu d'importation, hein. Et ces exportations, évidemment, partent vers des clients dont la géographie évolue. On voit beaucoup plus de clients asiatiques, notamment pour les céréales, sur la première moitié de la saison actuelle que l'an dernier. On voit le Pakistan qui est arrivé très, très fort, l'Indonésie, le Vietnam. Et évidemment, pour aller satisfaire, je dirais, les commandes passées par ces clients sur les céréales, notamment, il faut passer par le canal de Suez et par la mer Rouge. Ou alors, si on passe par l'Afrique, évidemment, ça rallonge considérablement le temps de trajet, ça renchérit pas mal de coûts. Et pour l'instant, ça fonctionne pour les Russes. Mais il ne faudrait pas que la situation dégénère au-delà de ce qu'elle est déjà aujourd'hui, c'est-à-dire assez grave. Parce que là, évidemment que le trafic sera perturbé, mais il sera perturbé pour tout le monde et considérablement. Alors, il y a une question intéressante qui vient d'arriver et ça vous permettra, que ce soit Arnaud, toi, de parler du nouveau produit de l'Observatoire lié à l'Arctique. Quel intérêt pour l'Inde de rentrer dans le Conseil de l'Arctique? Ils ne vont pas rallonger leur route maritime? Alors, l'Inde est déjà observateur au Conseil de l'Arctique. Il y a des pays observateurs au Conseil de l'Arctique, hein. L'Inde en fait partie, la Chine aussi d'ailleurs. Donc, ils ont déjà un statut, si vous voulez, dans cette enceinte-là. Moi, je pense que pour les Russes, l'enjeu, si vous voulez, si on va vers ce scénario où ils quittent le Conseil de l'Arctique qui fonctionne depuis trentaine d'années et qui fonctionne très bien, hein, jusqu'à présent, enfin jusqu'à février 2022, on va dire, c'est à mon avis pour remettre à plat les choses et essayer de proposer quelque chose d'alternative ou de rééquilibrer le rapport de force qu'elle doit estimer défavorable aujourd'hui au sein du Conseil de l'Arctique en faisant rentrer d'autres puissances, comme je l'ai dit. Alors l'intérêt pour les Indiens, c'est qu'il y a quand même des routes maritimes qui existaient du temps de l'époque soviétique, qui ont été mises en sommeil aujourd'hui, depuis quelques années, parce que le besoin n'était plus forcément là, à partir de Vladivostok notamment. Alors, on est certes, on est aux confins de la route maritime du Nord, mais on est à un débouché quand même oriental de la route maritime du Nord, qui permettent de relier l'Inde aujourd'hui, probablement plus rapidement que si jamais les Russes devaient exporter depuis les ports occidentaux arctiques à travers le canal de Suez, dans le contexte que je viens d'évoquer, même si pour l'instant ça fonctionne, où là le temps de trajet est quand même plus long. Donc on voit là aussi potentiellement un basculement, une réorientation de la logique. Alors c'est des choses qui prennent énormément de temps à remettre en place, à réactiver. Il faut des infrastructures, il faut du rail, il faut des terminaux, etc. Mais on est quand même sur des mouvements tectoniques, hein, des mouvements de fond très puissants de réorientation, notamment du commerce russe vers les pays amicaux. Je crois que l'an dernier, enfin, les chiffres que je vous donnais tout à l'heure sur le commerce extérieur de la Russie, les pays amicaux, c'est 75% du commerce extérieur de la Russie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Europe, États-Unis, etc., ça représente 25%, alors qu'il n'y a pas si longtemps, l'Europe était le deuxième partenaire économique de la Russie. Donc on voit quand même que ces mouvements-là sont très puissants et que les choses vont quand même assez vite. Quelques mots sur l'Inde. L'Inde a des intérêts économiques à Sakhaline, hein, participe au consortium d'exploitation de pétrole et de gaz. On sait que Rosneft a de très grands projets en Arctique et qu'elle souhaite que la compagnie publique dirigée par M. Sechin souhaite une participation active d'acteurs chinois. Donc l'énergie est l'un des grands sujets potentiels de coopération russo-indien en Arctique. Un mot sur le produit arctique de l'Observatoire? Oui, et donc, merci, Président, de donner cette possibilité. Donc, l'Observatoire est plus actif que jamais et a lancé hier un nouveau produit, une revue de presse mensuelle sur la Russie en Arctique ou l'Arctique russe. C'est un produit qui s'appelle Arctica, en français et en russe d'ailleurs. Il sortira tous les mois et il est disponible donc deux langues de travail. Toutes les bonnes épiceries. Et donc, on s'abonne. Comment ça fonctionne, Galena? Bien, écrivez à l'Observatoire et on vous répondra et on vous informera des conditions d'abonnement. Très bien. Pour finir, une dernière question géopolitique. Réélection d'Aliyev en Azerbaïdjan, c'est une bonne nouvelle pour la Russie? C'est neutre? Quel est le... Bon, à mon avis, il ne s'attendait pas vraiment à de grands changements à Bakou, hein. Donc, c'est une non-nouvelle. Il reste en fonction. Donc, la continuité, la stabilité, et un petit peu de prévisibilité. Voilà. Ah, c'est une nouvelle, mais pas une surprise. Ça pose moins de questions que la relation
entre Judith Godrèche et Benoît Jacot. Bien, nous allons finir là-dessus, notre 187e briefing. Donc, comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon, comme disent nos amis chinois.